Julien avait traversé le parc et il marchait dans la forêt d'un pas nerveux, jouissant de la mollesse du gazon et de la douceur de l'air. Les ombres des arbres s'étendaient sur la mousse. Quelquefois, la lune faisait des taches blanches dans les clairières et il hésitait à s'avancer, croyant apercevoir une flaque d'eau, ou bien la surface des mares tranquilles se confondait avec la couleur de l'herbe. C'était partout un grand silence, et il ne découvrait aucune des bêtes qui, peu de minutes auparavant, erraient alentour de son château. Le bois s'épaissit, l'obscurité devint profonde. Des bouffées de vent chaud passaient, pleines de senteurs amollissantes. Il enfonçait dans des tas de feuilles mortes, et il s'appuya contre un chêne pour haleter un peu. Tout à coup, derrière son dos, bondit une masse plus noire, un sanglier. Julien n'eut pas le temps de saisir son arc, et il s'en affligea comme d'un malheur. Puis, étant sorti du bois, il aperçut un loup qui filait le long d'une haie. Julien lui envoya une flèche. Le loup s'arrêta, tourna la tête pour le voir et reprit sa course. Il trottait en gardant toujours la même distance, s'arrêtait de temps à autre et, sitôt qu'il était visé, recommençait à fuir. Julien parcourut de cette manière une plaine interminable, puis des monticules de sable, et enfin, il se trouva sur un plateau dominant un grand espace de pays. Des pierres plates étaient clairsemées entre des caveaux en ruine. On trébuchait sur des ossements de mort. De place en place, des croix vermoulues se penchaient d'un air lamentable. Mais des formes remuèrent dans l'ombre indécise des tombeaux, et il en surgit des hyènes, tout effarées, pantelantes. En faisant claquer leurs ongles sur les dalles, elles vinrent à lui et le flairaient avec un bâillement qui découvrait leurs gencives. Il dégaina son sabre. Elles partirent à la fois dans toutes les directions et, continuant leur galop boiteux et précipité, se perdirent au loin sous un flot de poussière. Une heure après, il rencontra dans un ravin un taureau furieux, les cornes en avant, et qui grattait le sable avec son pied. Julien lui pointa sa lance sous les fanons. Elle éclata comme si l'animal eût été de bronze. Il ferma les yeux, attendant sa mort. Quand il les rouvrit, le taureau avait disparu. Alors, son âme s'affaissa de honte. Un pouvoir supérieur détruisait sa force, et pour s'en retourner chez lui, il rentra dans la forêt. Elle était embarrassée de lianes, et il les coupait avec son sabre, quand une fouine glissa brusquement entre ses jambes. Une panthère fit un bond par-dessus son épaule. Un serpent monta en spirale autour d'un frêne. Il y avait dans son feuillage un choucas monstrueux qui regardait Julien et, çà et là, parurent entre les branches quantité de larges étincelles, comme si le firmament eût fait pleuvoir dans la forêt toutes ces étoiles. C'étaient des yeux d'animaux, des chats sauvages, des écureuils, des hiboux, des perroquets, des singes. Julien darda contre eux ses flèches. Les flèches, avec leurs plumes, se posaient sur les feuilles comme des papillons blancs. Il leur jeta des pierres. Les pierres, sans rien toucher, retombaient. Il se maudit, aurait voulu se battre, hurla des imprécations, étouffait de rage. Et tous les animaux qu'il avait poursuivis se représentèrent, formant autour de lui un cercle étroit. Les uns étaient assis sur leur croupe, les autres dressés de toute leur taille. Il restait au milieu, glacé de terreur, incapable du moindre mouvement. Par un effort suprême de sa volonté, il fit un pas. Ceux qui perchaient sur les arbres ouvrirent leurs ailes. Ceux qui foulaient le sol déplacèrent leurs membres et tous l'accompagnaient. Les hyènes marchaient devant lui, le loup et le sanglier par derrière. Le taureau à sa droite balançait la tête. À sa gauche, le serpent ondulait dans les herbes, tandis que la panthère, bombant son dos, avançait à pas de velours et à grandes enjambées.
il allait le plus lentement possible pour ne pas les irriter. Et il voyait sortir de la profondeur des buissons des porcs-épics, des renards, des vipères, des chacals et des ours. Julien se mit à courir. Ils coururent. Le serpent sifflait, les bêtes puantes bavaient. Le sanglier, lui, frottait les talons avec ses défenses. Le loup l'intérieur des mains avec les poils de son museau. Les singes le pinçaient en grimaçant. La fouine se roulait sur ses pieds. Un ours, d'un revers de patte, lui enleva son chapeau. Et la panthère, dédaigneuse, laissa tomber une flèche qu'elle portait à sa gueule, car une ironie perçait dans leurs allures sournoises. Tout en l'observant du coin de leurs prunelles, ils semblaient méditer un plan de vengeance. Et, assourdis par le bourdonnement des insectes, battus par des queues d'oiseaux, suffoqués par des haleines, ils marchaient les bras tendus et les paupières closes comme un aveugle, sans même avoir la force de crier grâce. Tout à coup, le chant d'un coq vibra dans l'air. D'autres y répondirent. C'était le jour, et il reconnut au-delà des orangers le faîte de son palais. Puis, au bord d'un champ, il vit à 3 pas d'intervalle des perdrix rouges qui voletaient dans le chaume. Il dégrafa son manteau et l'abattit sur elles comme un filet. Quand il les eut découvertes, il n'en trouva qu'une seule, et morte depuis longtemps, pourrie. Cette déception l'exaspéra plus que toutes les autres. Sa soif de carnage le reprenait. Les bêtes manquant, il aurait voulu massacrer des hommes. Il gravit les 3 terrasses, enfonça la porte d'un coup de poing, mais au bas de l'escalier, le souvenir de sa chère femme détendit son cœur. Elle dormait, sans doute, et il allait la surprendre. Ayant retiré ses sandales, il tourna doucement la serrure et entra. Les vitraux, garnis de plomb, obscurcissaient la pâleur de l'aube. Julien se prit les pieds dans des vêtements par terre. Un peu plus loin, il heurta une crédence encore chargée de vaisselle. Sans doute, elle aura mangé, se dit-il. Et il avançait vers le lit, perdu dans les ténèbres, au fond de la chambre. Quand il fut au bord, afin d'embrasser sa femme, il se pencha sur l'oreiller, où les 2 têtes reposaient l'une près de l'autre. Alors, il sentit contre sa bouche l'impression d'une barbe. Il se recula, croyant devenir fou. Mais il revint près du lit, et ses doigts, en palpant, rencontrèrent des cheveux qui étaient très longs. Pour se convaincre de son erreur, il repassa lentement sa main sur l'oreiller. C'était bien une barbe cette fois, et un homme couché avec sa femme. Éclatant d'une colère démesurée, il bondit sur eux à coups de poignard, et il trépignait, écumait avec des hurlements de bêtes fauves. Puis il s'arrêta. Les morts, percés au cœur, tout de suite, n'avaient pas même bougé. Il écoutait attentivement les 2 râles presque égaux, et à mesure qu'ils s'affaiblissaient, un autre, tout au loin, les continuait. Incertaine d'abord, cette voix plaintive, longuement poussée, se rapprochait, s'enfla, devint cruelle, et il reconnut, terrifié, le bramement du cerf noir. Et comme il se retournait, il crut voir dans l'encadrure de la porte le fantôme de sa femme. Une lumière à la main, le tapage du meurtre l'avait attirée. D'un large coup d'œil, elle comprit tout et, s'enfuyant d'horreur, laissa tomber son flambeau. Il le ramassa. Son père et sa mère étaient devant lui, étendus sur le dos, avec un trou dans la poitrine, et leur visage, d'une majestueuse douceur, avait l'air de garder comme un secret éternel. Des éclaboussures et des flaques de sang s'étalaient au milieu de leur peau, blanche, sur le drap du lit, par terre, le long d'un Christ d'ivoire suspendu dans l'alcôve. Le reflet écarlate du vitrail, alors frappé par le soleil, éclairait ces taches rouges et en jetait de plus nombreuses dans tout l'appartement. Julien marcha vers les 2 morts en se disant, en voulant croire que cela n'était pas possible, qu'il s'était trompé, qu'il y a parfois des ressemblances inexplicables. Enfin,
Il se baissa légèrement pour voir de tout près le vieillard, et il aperçut entre ses paupières mal fermées une prunelle éteinte qui le brûla comme du feu. Puis il se porta de l'autre côté de la couche, occupé par l'autre corps, dont les cheveux blancs masquaient une partie de la figure. Julien lui passa les doigts sous ses bandeaux, leva sa tête, et il la regardait, en la tenant au bout de son bras roidi, pendant que de l'autre main il s'éclairait avec le flambeau. Des gouttes suintantes du matelas tombaient une à une sur le plancher. À la fin du jour, il se présenta devant sa femme, et d'une voix différente de la sienne, il lui commanda, premièrement de ne pas lui répondre, de ne pas l'approcher, de ne plus même le regarder, et qu'elle eût à suivre sous peine de damnation tous ses ordres qui étaient irrévocables. Les funérailles seraient faites selon les instructions qu'il avait laissées par écrit sur un prie-dieu dans la chambre des morts. Il lui abandonnait son palais, ses vassaux, tous ses biens sans même retenir les vêtements de son corps et ses sandales que l'on trouverait au haut de l'escalier. Elle avait obéi à la volonté de Dieu en occasionnant son crime et devait prier pour son âme puisque désormais il n'existait plus. On enterra les morts avec magnificence dans l'église d'un monastère à 3 journées du château. Un moine, en cagoule, rabattu, suivit le cortège, loin de tous les autres, sans que personne osât lui parler. Il resta pendant la messe à plat ventre, au milieu du portail, les bras en croix et le front dans la poussière. Après l'ensevelissement, on le vit prendre le chemin qui menait aux montagnes. Il se retourna plusieurs fois et finit par disparaître.